Je vous remercie infiniment pour vos diverses interventions qui sont beaucoup plus des contributions que des questions. Vos contributions tournent autour d'une préoccupation principale, la sécurité. Le retour de la sécurité, la consolidation de la paix qui permettrait un vivre ensemble entre les diverses communautés divisées pour des raisons artificielles en ce moment. Quand je suis arrivée à la tête de l'État, ma préoccupation première a été la sécurité. Parce que, ayant été maire de la ville de Bangui, j'étais sur le terrain et je savais que la plupart des chefs de quartier, des chefs de groupe et des maires d'arrondissement ont attiré mon attention sur le problème d'insécurité qui régnait. C'est l'insécurité qui a engendré le déplacement des populations massives sur des sites de déplacés. C'est à cause de cette insécurité que ces populations déplacées ne peuvent pas regagner leur domicile et qu'elles vivent dans des conditions indignes d'un être humain, sans eau, sans hygiène, sans sécurité alimentaire, sans services sociaux de base. En tant que maire de la ville de Bangui, j'étais déjà confrontée à ces problèmes que vivaient les populations. Arrivé à la tête de l'État, ça ne pouvait être que ma première préoccupation. Qui a en charge le retour de la sécurité? Qui a en charge la remise de l'ordre public au niveau de Bangui et à l'intérieur du pays? Comme vous le savez, nous évoluons dans un cadre juridique international. Il s'agit notamment des résolutions que vous connaissez tous, les résolutions des Nations Unies 21-21, 21-27 et 21-34, qui nous tracent ce cadre-là. Il appartient aux troupes de la MISCA et de la Sangarise de rétablir l'ordre, de ramener la sécurité et surtout de neutraliser toute personne voulant déstabiliser la République centrafricaine. Ça, c'est le mandat qui a été donné à Sangaris et à MISCA. Bien entendu, quand je suis arrivée, je me suis mise dans ce cadre-là parce que la communauté internationale nous a toujours accompagnés. Même pas au bout d'une semaine, j'ai compris qu'il y avait un problème d'effectif au niveau de ces troupes-là. Ces troupes ne pouvaient rester que sur des artères principales. Ces troupes ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur du pays, ni du pays, ni de certains quartiers. Ces troupes-là étaient confrontées à une guérilla urbaine et elles n'étaient pas adaptées pour mener correctement à bien cette guérilla urbaine. J'ai tout de suite posé le problème d'effectif. J'ai pris sur moi de contacter directement les Nations Unies, sans passer par mes pairs, sans passer par l'OUA. Ça a été diplomatiquement incorrect. Je l'ai reconnu, mais j'ai voulu l'assumer. Parce que je me disais que si je commence à demander l'autorisation de passer par... J'allais créer des frustrations, j'allais créer un tas de problèmes. Je mets les gens devant le fait accompli et je règle après. J'ai eu une réaction positive des Nations Unies et j'ai expliqué qu'en l'état actuel des troupes, 1600 hommes Sangaris, 4500 MISCA, la sécurité ne pouvait pas revenir à Bangui ni à l'intérieur du pays. Nous avons commencé les négociations avec la France et nous avons finalement obtenu le prolongement de la mission de Sangaris et le complément en effectif des troupes françaises qui étaient sur place. Nous avons insisté également pour que la MISCA complète les contributions en troupes qui avaient été annoncées par les pays membres de la CEAC, mais qui ne l'avaient pas encore mises à disposition. Petit à petit, nous sommes arrivés à 6 000 hommes sur MISCA et 2 000 hommes sur la Sangaris. Malgré cela, cet effectif est très insuffisant. Cet effectif ne permet vraiment pas de faire face à l'insécurité ambiante à Bangui. Alors ma bagarre a été d'impliquer nos capacités nationales, nos forces de défense et de sécurité aux côtés de ces troupes étrangères. C'est une question de souveraineté. Il fallait que je me batte à ce niveau-là. Le cadre qui nous avait été tracé ne me permettait pas d'utiliser pleinement les capacités de mes forces de défense et de sécurité, simplement parce que nous avions embargo d'achat d'armes sur la RCA, que le retrait de l'armement pris dans le cadre du désarmement ne pouvait pas être remis à la République centrafricaine et que tout homme
comment on appelle, appréhendés avec des armes étaient automatiquement désarmés. Qui pouvaient être appréhendés avec des armes? Il y avait, c'est vrai, les milices anti-Balaka, les milices Seleka, mais également les forces de défense et de sécurité qui pouvaient se promener avec leur armement. Alors cela a posé des problèmes pour rendre opérationnelles nos capacités nationales. Nous avons négocié. Nous avons eu des allègements pour faire accompagner les troupes étrangères sur le terrain avec un nombre réduit d'hommes pour remettre de l'ordre. Nous avons estimé que ce n'était pas suffisant et nous nous sommes toujours battus encore pour qu'on augmente cette capacité nationale et surtout qu'on les équipe et qu'on les arme. L'équipement ne pose pas de problème. Il y a 2 jours, on a donné 11 véhicules. On va donner également du matériel. On va réhabiliter quelques gendarmeries, brigades de gendarmerie, quelques commissariats. J'ai également demandé qu'on renforce la chaîne pénale et la chaîne judiciaire. Il faut sécuriser davantage les magistrats, les greffiers, parce que quand ils vont aller faire des mandats de dépôt, quand ils vont procéder à des jugements, il y a des représailles par des gens qui sont en armes et qui sont plus forts. Donc le problème était très complexe et il fallait le prendre de tous les côtés. Je me suis dit que la communauté internationale ne pouvait que nous accompagner, mais non pas prendre les décisions à notre place et gérer notre sécurité à notre place. Mais je n'avais pas les moyens de cette vision, ni les moyens de cette politique. Il faut négocier, il faut aller doucement, doucement. Et donc, au stade d'aujourd'hui, avec le nombre d'hommes que j'ai en main, il était difficile de ramener la sécurité. Ensuite, il y a eu un autre phénomène. Les anti-Balaka qui sont venus et qui sont intervenus le 5 décembre étaient un groupe limité de personnes. Depuis, ils ont connu le même phénomène qu'avec les Seleka. Une intrusion de bandits, de voyous, de jeunes, d'inactifs, etc., qui ont regagné les rangs des anti-Balaka. Dès que j'ai été élu, une semaine après, j'ai rencontré 20 anti-Balaka chez moi. Les responsables, Ngaïsona, Kokate, Bara, Sylvestre, Konaté, tout ce que vous voulez. En fait, tous ces gens-là, je les ai rencontrés. Parce que quand je suis arrivé à la tête de l'État, j'ai tenu un langage d'ouverture. J'ai voulu le dialogue. J'ai lancé des appels. Vous avez tous entendu, mes enfants anti-Balaka, mes enfants Seleka, déposer les armes, reconstruisant notre pays ensemble. C'est le langage que j'ai tenu. Seulement, il a commencé à avoir des pressions politiques pour obtenir un certain nombre de postes ou ministériels, ou à la tête de sociétés d'État, ou à la primature, ou à l'Assemblée nationale. Les négociations commençaient à être difficiles à être tenues. Je n'ai pas pu octroyer à tout le monde ce que les gens demandaient. Les problèmes ont commencé là. Les problèmes ont commencé là. Les anti-Balaka ont estimé qu'ils n'ont pas été suffisamment impliqués dans la gestion de la chose publique. Qu'est-ce qui s'était passé quand on s'est réunis à 20 et qu'ensuite il y a eu d'autres rencontres? Je leur ai demandé de me donner des noms que je pouvais prendre au sein du gouvernement, à la condition que ces noms correspondent aux critères que moi j'ai définis et sur la base desquels j'ai été élu. Compétence, intégrité, etc. et tout. Mais avec des ouvertures politiques, bien entendu, compte tenu du contexte politique du terrain. On ne pouvait pas non plus être fermé dans le cadre de ce que j'avais dit. Tout de suite, je fais une ouverture du côté des Seleka. Ça, c'est une autre histoire aussi, l'ouverture du côté des Seleka, parce que n'ayant pas été à N'Djamena, il y a eu des négociations qui ont été faites. Je n'en ai pas été informé, j'ai mis les pieds dans les plats, sans savoir les tenants et les aboutissants des choses, ayant été outsider dans cette histoire-là. Donc, Anti-Balaka m'a envoyé des noms, Kokate, Ngaïsona et un autre, Bara. Et Bara. Le Premier ministre a dit, moi, probité morale, intégrité, on envoie au procureur de la République, il me fait des enquêtes. Ngaïsona, plein de dossiers sur le dos au niveau du tribunal. Kokate, il y avait une procédure contre lui pour tentative d'atteinte à l'intérieur, à la sécurité publique, quelque chose comme ça. Il restait Bara. Mais ces 3 noms ont été signés par tous les anti-Balaka. Les 3 noms qui m'ont été envoyés. J'ai dit au Premier ministre, écoutez, on prend Bara, on va voir au cabinet présidentiel qui on peut mettre. Vous allez voir dans votre cabinet de la primature qui on peut mettre. Parce que
au gouvernement, ça va être trop gros de prendre des gens avec des dossiers aussi lourds. Ça allait être trop gros. On a pris Bara. Dès que le gouvernement a été diffusé, ah non, il n'y a pas d'anti-Balaka, Bara, nous, on ne le connaît pas. Comment vous ne connaissez pas Bara? C'est vous qui m'avez donné le nom de Bara signé de votre main. Ah non, non. Bara, on ne connaît pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anti-Balaka dans le gouvernement. Vous avez préféré les Séléka, vous êtes pour les Séléka, vous êtes pour la communauté tchadienne, et les problèmes ont commencé là. Malgré cela, dans le cadre de l'ouverture, j'ai dit, venez, venez, on va se rencontrer, dites-moi, comment on peut rattraper cela? Ngaïsona a sollicité 3 postes. Je vous le dis, il faut qu'on le sache. Il veut être DG de l'ENERCA. S'il n'est pas DG de l'ENERCA, il est DG de SOCAPS, la société de pétrole. S'il n'est pas DG de SOCAPS, il est DG du DDR. Maintenant, il a donné le nom de Feikere, il a donné le nom de Feizouré, il a donné encore des noms. Lui-même, il a dit, ça, c'est ces postes-là, au cabinet présidentiel, puisqu'il faut rattraper, vous prenez Feikere et Feizouré, à la primature, vous prenez tel, au CNT, vous prenez tel. Il y avait des exigences. Puisqu'il m'a été reproché le fait qu'il manquait quelques préfectures dans mon gouvernement, j'ai décidé de prendre en priorité les préfectures qui n'étaient pas représentées dans le gouvernement. J'ai fait le point, Haute-Couteau, etc. Machin. Quand j'ai vu Feizouré, Ouam, j'ai dit, ah, il y a déjà trop de Ouam. On ne peut pas prendre Ouam. Feizouré. Feikere, bon, il est Ouam, mais ça ne fait rien. Je peux le prendre conseiller à l'éducation. Je l'ai pris. J'ai pris un autre chargé de mission, Willy Bozoumna. Chargé de mission, chargé de mission spéciale. Il n'y a aucun portefeuille, mais spécial. Donc, on a essayé de faire cette ouverture-là. Le Premier ministre en a pris Kokate, a pris ceci, a pris cela, etc. et tout. Les anti-Balaka eux-mêmes, au cours de son réunion, m'ont dit, mais enfin, Madame la Présidente, Feikere, Feizouré, tout ça c'est des neveux et des beaux-frères de Ngaïsona. Ngaïsona ne pense qu'à lui et à sa famille, et nous alors? Ça a commencé entre eux déjà, à avoir des divisions. Je leur dis, je ne suis pas là pour gérer cela. Repartez, moi, je gère comme je l'ai géré. Et puis, il reste d'autres corps de l'État. Dans le cadre de la gestion que je veux inclusive et apaisée, au fur et à mesure, je veux impliquer les gens. Seulement, moi, je ne nomme pas les DG des sociétés d'État comme ça. On remet tout à plat. On va voir les conseils d'administration, reconstituer les conseils d'administration, voir maintenant au sein des conseils d'administration qui on peut coopter pour qu'il y ait un équilibre. Et puis maintenant, nommer les gens. C'est ce travail qui est en train d'être fait. Je ne suis là que depuis 2 mois. Il faut mettre en place ce travail progressivement pour que ça soit fait complètement, correctement. Tout le monde a dit gestion clanique, népotisme, orienté vers l'Est, etc. et tout. Les gens ont commencé à raconter n'importe quoi. Ça, c'est le premier problème que j'ai commencé à avoir. Restez connectés.